Et je dirais de prévenir des incidents ou simplement, je dirais, de faire en sorte que le parti pris n'aille pas contre leurs intérêts. Excusez-moi, Pape, vous, président de la Fédération de football ou ministre des Sports, vous aurez fait recuser cet arbitre? Sans doute pas ministre des Sports, puisque le ministre des Sports n'a peut-être pas tout à fait cette prérogative. Oui, c'est pour cela que je dis fait récuser. Oui, tout à fait. Oui, évidemment, qu'en tant que ministre des Sports, peut-être que j'aurais pu dire au président de la Fédération mon sentiment, mais très franchement, je ne veux pas me propulser à la place des dirigeants actuels. Il est certain qu'à posteriori, j'aurais beau jeu de dire oui, que je m'y serais pris différemment pour que l'arbitre tunisien n'officie pas à Dakar, pour que ce soit un autre arbitre qui vienne. C'est vrai que j'aurais beau jeu de le dire. On peut le penser, mais a posteriori. Alors, de par votre expérience, vous avez été président de l'Olympique de Marseille, un club où il y a énormément de pression. Vous avez vécu ce genre de problème où il fallait mettre l'arbitre sous pression quand même pour éviter de se faire voler ou en tout cas d'avoir des décisions défavorables contre vous? Évidemment, ça fait partie des attributions d'un président. On m'a parfois évidemment aperçu sur les images de la télévision en train de palabrer, comme on dirait ici, avec les arbitres, que ce soit en Coupe de France ou que ce soit même dans le cadre du championnat de France. Certains combats qui m'ont opposé à certains arbitres sont restés, je dirais, mémorables dans les esprits de ceux qui ont été là. C'était effectivement de ma part une manière un peu de prévenir, une manière un peu de mettre ce qu'on appelle évidemment la pression sur l'arbitre, une manière, je dirais, de préserver en amont les intérêts du club dont j'étais le président. Tout ça, ça fait partie du jeu. Lorsque j'étais beaucoup plus jeune et que je fréquentais l'Italie avec beaucoup de régularité, Adriano Galliani, qui est le délégué général, donc qui a un peu le rôle du président du Milan AC, me disait que périodiquement, je pousse un cri d'orfraie, j'en veux aux arbitres, même s'ils ne m'ont rien fait, même s'ils n'ont rien fait à mon club. C'est une manière, il me disait que j'avais de leur rappeler qu'on est là et qu'il ne fallait pas que nous soyons victimes d'un arbitrage déficient. Donc oui, ça fait partie, j'allais dire, un peu de l'arsenal d'un président, de veiller à tout, de ne laisser aucun élément de côté, essayer autant que faire se peut, je dirais, d'étouffer dans l'œuf toute forme d'aléa susceptible de venir contrarier les résultats de son équipe. Est-ce qu'on n'a pas manqué de vice, de malice face à la Côte d'Ivoire, notamment aussi bien du côté des dirigeants et des joueurs? El Hadji Ousseynou Diouf ont discuté tout à l'heure avant cet entretien, reprocher cela effectivement aux joueurs. Ce que Drogba quand même a bien fait, on l'a vu véritablement parler tout le temps à l'arbitre, tomber régulièrement. Bon, vous savez, comme on dit, ce sont les détails qui font gagner parfois le haut niveau. C'est comme ça qu'ils ont fait pour obtenir ce coup franc avec Yaya Touré qui s'est laissé tomber bien après l'action. On l'a vu notamment aussi sur le penalty, peut-être discutable. Je dirais sans doute que les joueurs ivoiriens ont fait preuve de malice, mais aussi de talent, il faut le dire. Quant aux dirigeants, je ne pense pas que les dirigeants ivoiriens étaient peut-être plus malins, ou en tout cas aient fait plus dans la malignité que les nôtres. Les circonstances peuvent nous amener peut-être aujourd'hui à penser qu'on aurait pu entreprendre un autre type de démarche que celle que nous avons entreprise, mais ce n'est pas en tout cas évident que les dirigeants ivoiriens aient été plus inspirés que les nôtres. Cela dit, sur le terrain, côté ivoirien, il y avait quand même des joueurs qui avaient derrière eux, je dirais, un vrai bagage, une sorte, je dirais, de parcours qui relève de ce qu'on appelle l'expérience. Que ce soit Didier Drogba ou bien d'autres, que ce soit Yaya Touré, tous, c'était des garçons qui sont rompus, je dirais, au combat, qui sont rompus à ces matchs féroces, à ces matchs où seul le résultat compte. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas de Yaya Touré qui se serait laissé tomber. Je crois que plus qu'une forme de malice sur cette action-là, Yaya Touré a fait preuve de talent et de classe. Puisqu'au lieu de se déporter comme l'auraient fait 9 joueurs sur 10, il a su s'intégrer, prendre l'axe et rentrer dans ce qu'on peut appeler la course de ses adversaires. Et 9 fois sur 10, quand un joueur est dans cette position, un souffle de l'adversaire peut le faire tomber.
Et l'arbitre, 9 fois sur 10, siffle coup franc pour le joueur en possession du ballon. Donc dans cette affaire-là, je crois que moins que de malice, c'est plutôt de talent et d'expérience dont a su faire preuve Yaya Touré. Et je crois que même si le coup franc a paru à certains peut-être un peu généreux, même si certains ont pensé que le coup franc l'arbitre aurait dû faire l'économie de ce coup franc fatal, puisque Drogba a en tiré le meilleur parti, je crois qu'on ne peut pas reprocher valablement à l'arbitre de s'être fait piéger, puisque partout, sur tous les terrains, les arbitres se font piéger quand le joueur sait faire preuve d'autant de qualité, d'autant de talent, comme a su le faire Yaya Touré. Mais plus globalement, je dirais simplement que l'équipe de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, comparativement à l'équipe du Sénégal, compte dans ses rangs ce qu'on peut appeler des grands joueurs. Or, chez nous, c'est plutôt la présence de bons joueurs dont il faut parler. La différence entre le bon joueur et le grand joueur, c'est complètement matérialisé sur la pelouse de Léopold Sédar Senghor. Didier Drogba était pour l'essentiel dans ce match-là assez transparent, mais il n'en reste pas moins celui qui a assuré le succès de son équipe. Ça veut dire que le grand joueur, c'est celui qui, quand les circonstances sont compliquées, quand les circonstances sont difficiles, parvient toujours à trouver la faille, parvient toujours à débloquer la situation. Alors, on va parler un peu plus de nous maintenant, après ces incidents graves, hein, il faut le dire. Quelles sont les conséquences pour vous à tirer de cela par la fédération, mais aussi au plan purement sportif technique, par la direction technique nationale et notamment les autorités? Je crois qu'après un échec, il est toujours bon de faire un examen général de la situation. Après l'échec que nous avons connu déjà lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, cet échec-là peut passer aux yeux de certains comme l'échec de trop. Il est malgré tout une évidence, c'est qu'aujourd'hui le Sénégal ne compte plus dans ses rangs les grands joueurs qui jadis lui avaient apporté cette grande satisfaction qu'on a connue en 2000 lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Mali ou lors du Mondial asiatique en 2002. Le Sénégal aujourd'hui est dans une phase, j'allais dire presque de reconstruction, en tout cas une phase de recherche, je dirais, de ces joueurs susceptibles de le porter à nouveau au pinacle. Ça, c'est une des choses dont il faut d'abord souligner la réalité. Ensuite, que faut-il faire? Est-ce que aujourd'hui l'encadrement technique est au niveau? C'est une question qui se pose. Il me semble que de ce point de vue-là, il y a toujours matière à mieux faire, même si l'excellence ne vient pas forcément de l'extérieur. On peut tout à fait, même je dirais au plan interne, arriver à trouver un équilibre entre les différents protagonistes techniques de manière à pouvoir conduire valablement cette équipe-là. Mais de manière générale, oui, aujourd'hui, il y a des questions qui se posent. Il faut essayer de trouver les réponses avec malgré tout cette certitude qu'en football, il n'y a pas de vérité définitive ou de vérité catégorique. Pour ma part, parfois je m'amuse, c'est vrai, en écoutant un tout petit peu certains sur les ondes ou devant ou à la télévision expliquer les raisons d'un échec. Il m'arrache un sourire souvent, puisque si les échecs étaient aussi facilement explicables, je veux dire, les réussites seraient beaucoup plus faciles aussi à mettre en perspective. C'est que les réussites en général n'ont pas